Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour refaire ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement, séance qui vient de se dérouler à l'instant au Sénat. On va revoir pour le premier thème abordé cet après-midi eh bien, la réponse du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve à une question sur les manifestations à Nantes et à Toulouse et à Albi autour du barrage de Sivens, alors que sur place, la situation semble se tendre. Eh bien, on écoute ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat, Bernard Cazeneuve. Compte tenu de ce qui s'est passé à Toulouse et à Nantes, je n'autoriserai pas d'autres manifestations organisées par les mêmes acteurs présentant le même type de risque. Et je dois vous dire qu'une manifestation est annoncée demain à Albi au moment où le Conseil général du Tarn délibérera. J'ai pris, compte tenu des risques graves auxquels s'exposeraient les manifestants pour leur intégrité physique compte tenu du climat de violence, j'ai donné instruction au préfet que cette manifestation ne soit pas autorisée, et je le dis clairement, devant la représentation nationale pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Enfin, vous me dites, est-ce que les décisions de justice seront appliquées? Nous sommes aujourd'hui à Sivens. C'est le sens du communiqué que j'ai publié tout à l'heure. Dans un souci d'apaisement, j'ai demandé au préfet de dialoguer avec l'ensemble des parties pour qu'il n'y ait pas de violence. Il fait ça en permanence, sans trêve ni pause. De la même manière, les forces de l'ordre s'interposent entre des manifestants violents qui veulent en découdre, avec des risques de violence pouvant aboutir à des drames. Donc les forces de l'ordre s'interposent et font en sorte que aucune violence n'advienne. Quant aux décisions de justice, je le dis solennellement devant votre Assemblée, elles seront appliquées. Parce que la justice, lorsqu'elle passe, a vocation à être suivie des faits par l'application des décisions qu'elle a prises. Voilà, c'était donc le ministre de l'Intérieur tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat. Il annonçait donc l'interdiction de la manifestation de demain prévue à Albi. Bruno Retailleau, le patron du groupe UMP, est sur notre plateau. Bonjour. Merci d'être avec nous. David Assouline, sénateur socialiste. Bonjour. Merci également d'être sur ce plateau. Bruno Retailleau, c'était la bonne décision à prendre, celle de Bernard Cazeneuve, annoncée tout à l'heure? Écoutez, il y a le cas de Toulouse avec Sivens, il y a aussi le cas avec Notre-Dame-des-Landes de Nantes. On a connu une demi-douzaine de manifestations extrêmement violentes. Et ce que je constate, c'est que ces ZAD sont en train de devenir de sorte de base arrière pour la guérilla urbaine. C'est inacceptable et je pense que force doit rester à la loi en ce sens. Vous dites que le gouvernement laisse finalement les situations s'envenimer sur place. À Sivens, il y a une décision de justice. Je souhaite qu'elle soit, comment dirais-je, désormais exécutée. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Donc nous attendons, puisque nous avons déjà les mots, nous attendons les actes. Vous souhaiteriez qu'ils prennent une décision après l'interdiction de la manifestation demain? Il nous l'a dit, l'exécution de la décision de justice, c'est-à-dire que les zadistes puissent, comment dirais-je, partir de la zone parce qu'ils l'occupent de façon illégale et qu'ils ont des menées qui sont des menées factieuses, violentes vis-à-vis des habitants, vis-à-vis des forces de l'ordre, et c'est absolument inadmissible. David Assouline. Je crois que le ministre de l'Intérieur a été très clair, qu'il ne faut pas alimenter une polémique dans l'hémicycle. Ceux qui sont à condamner sont ceux qui, sur le terrain, prennent en otage des habitants, prennent en otage des citoyens et galvaudent de façon insensée le droit de manifester. Ils le mettent même en danger. Et je le dis, si on veut que ce droit ait tout son sens démocratique, et c'est un droit constitutionnel, il ne faut pas le dévoyer de la sorte et il faut isoler ceux qui sont là que on a affaire sur place, faire de la provocation. À des mouvements extrémistes? Oui, bien sûr. Oui, clairement. Vous êtes tous les deux d'accord? Mais clairement. Après Sivens, j'ai envie qu'on parle des élections départementales et de la campagne qui semble un petit peu s'envenimer là aussi. Extrémisme, et qu'il faut mettre à part de ceux qui protestent parce qu'ils ne sont pas d'accord, comme des écologistes, des amoureux de l'environnement, etc. Il ne faut pas tout mélanger, mais ceux-là sont à condamner. Très bien, David Assouline, merci pour cette précision. On va parler donc des élections départementales, et là j'ai l'impression que tout le monde perd aussi un petit peu la boule face à la montée du Front National. D'abord, dans votre camp, M. Darmanin, qui traite Christiane Taubira de tract ambulant pour le Front National. Est-ce qu'il a perdu la mesure des mots? Moi je pense qu'en politique, il faut se méfier des raccourcis, il faut se méfier des petites phrases.
Néanmoins, prétendre Donc que il a eu tort, dans alors. son expression, Gérald Darmanin visait une couleur de peau, c'est ridicule de le prétendre pour qui connaît bien Gérald Darmanin. Ce que je pense aussi, c'est que la garde des Sceaux, en lui répondant, si j'ose dire, sur cette même longueur d'onde, a manqué à son devoir de hauteur quand elle est garde des Sceaux. Je pense que les Français aujourd'hui n'attendent pas que Oui, elle on a se dénoncé lance. Christiane Taubira des insultes, Oui, mais- des déchets de la pensée humaine. Non, mais Elle avait le droit de écoutez, répondre quand même. écoutez, les Français attendent des hommes politiques, des députés, UMP, PS, je ne sais quoi, ou des ministres, qui se consacrent aux vrais problèmes des Français. Et plus nous perdons de temps sur ce genre, plus nous perdons de temps sur ce genre de fausses polémiques, et justement, plus les problèmes de Français ne sont pas traités, et plus justement on les renvoie vers les extrêmes. Oui, mais on a l'impression quand même en ce moment, David Assouline, que l'UMP et le Parti socialiste font d'un courant politique, le Front National, finalement l'enjeu de ces élections départementales. Non, mais tout d'abord, il faut surtout, pour prendre acte de ce qui s'est passé début janvier, arrêter d'enterrer ce qui a été une exigence des Français. Qu'on prenne un peu de hauteur parce qu'il y a des problèmes graves et le reste, c'est du débat démocratique. Et donc, continuer dans le débat public à attiser la haine et la violence. Vous ne pouvez pas ignorer, monsieur, et monsieur Darmanin ne peut pas l'ignorer, les milliers de tweets que subissent sur les réseaux sociaux d'insultes Madame Taubira. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec cette politique pénale. Attendez, laissez-moi vous dire. Regardez ce qui est écrit, la nature des mots. Donc quand monsieur Darmanin se permet, comme à chaque fois qu'un de vos dirigeants prend la parole, de pilonner d'abord Madame Taubira, eh bien, je le dis, vous ne rendez pas service à la politique. Vraie question. Elle est garde des Sceaux et vous abaissez la République. Donc c'est tout. Maintenant, vous ne l'avez pas fait, mais ne couvrez pas quelqu'un qui a montré qu'une jeunesse sans principe est un naufrage. J'appelle chacun à la hauteur de vue et à la retenue dans l'expression. Il n'est pas non plus question d'absoudre le déversoir des humeurs sur Internet. Simplement, ce que je dis, c'est que la politique laxiste du garde des Sceaux a amené la délinquance à bondir de 3% depuis 2 ans. Depuis 10 ans, pas sérieux. Depuis 10 ans, elle avait reculé de 17%. Pas sérieux. C'est sérieux parce que les Français attendent de nous la première garantie des droits, c'est-à-dire est-ce que l'enjeu national dépasse le local pour ces élections départementales? Quelles que soient les origines, quelles que soient les orientations, quel que soit, je veux dire, tout le reste, quand on est dans le débat public, on doit s'attacher aux résultats de la politique. Les Français, c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils veulent plus de faux semblants. On est d'accord ou non avec une politique. Et donc, on Christiane assume ses Taubira, choix. vous dites que c'est un échec de la politique sécuritaire. De ce côté-là, c'est tout à fait normal, mais au moins, permettez-nous de contester cette politique. Parce que si vous nous dites, parce que c'est Mme Taubira, on n'a plus le droit de la critiquer, alors je pose le micro, on se ravit, on arrête la politique, et vous verrez dans les urnes ce que feront les Français de la façon la plus claire. David Assouline, rapidement, parce que je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de la loi Macron. Je suis complètement d'accord avec vous qu'on n'a pas la même politique pénale, et d'ailleurs, c'est aussi pour cela que vous avez été sanctionné, parce que les prisons n'ont cessé de se remplir. On ne peut pas dire que la violence a baissé dans la société avec 10 ans de gouvernement de la droite et avec un monsieur qui disait que c'était sa priorité et il faisait une loi tous les ans pour accroître des peines pénales, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il faut un peu de retenue pour tout le monde, mais ça c'est le débat démocratique. Voilà. Je vous le répète. Arrêtez cet acharnement, dites-le à vos collègues à droite, parce que ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain de le faire. Vous n'êtes pas d'accord avec M. Macron, vous n'êtes pas d'accord avec M. Cazeneuve, vous n'êtes pas d'accord avec M. Valls. C'est Mme Taubira. C'est avec Mme Taubira que vous employez des mots inadmissibles et vous rentrez en écho avec la partie la plus extrémiste de votre électorat et la partie qui parfois use de racisme sur les réseaux sociaux. Alors David Assouline, Bruno Retailleau, parce qu'il nous reste très peu de temps pour ce débat, ça passe très vite. Je voulais qu'on parle effectivement du projet de loi d'Emmanuel Macron. On a entendu le ministre tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat, toujours très combatif sur son projet de loi. Quel texte va pouvoir sortir du Sénat? Bruno Retailleau, est-ce que vous allez être dans l'opposition systématique ou est-ce qu'au contraire vous avez envie de travailler main dans la main avec le ministre? On sent que certains sénateurs ici dans votre groupe UMP regrettent un peu l'opposition systématique qui a eu lieu à l'Assemblée et sont plutôt d'accord sur certains points du texte. Non, nous on a une seule ligne, sont les Français.
Aujourd'hui, la France est en situation de coma économique. Ce que nous voulons, ce sont des vraies mesures, des bonnes mesures. On ne veut pas une illusion de réforme. On ne peut pas des faux semblants. D'ailleurs, c'est ce que les Français nous reprochent. Donc on va aborder il n'y a le que texte. des faux semblants dans le texte d'Emmanuel Macron? Non, il y a des bonnes choses. Nous les conserverons. Il y a de D'accord. mauvaises choses. Nous les exclurons. Et en plus, on va doper ce texte. Avec qui est un quoi, texte- avec quoi, par exemple? Dites un truc. Pardon? Soyez dans la proposition. Qu'est-ce que vous allez Eh bien, rajouter? nous allons par exemple rajouter sur le droit du travail, puisque nous allons Vous prendre allez au mot M. défaire- Macron. Vous allez défaire le contrat de Nous travail. allons prendre au mot M. Macron, qui le 28 août dernier indiquait qu'il fallait assouplir les 35 heures. Chiche, nous allons le faire. Ah, Nous allons ce que vous prendre n'avez au pas fait mot pendant 10 ans, vous Monsieur- allez le faire là. Ah ben, vous savez, on n'a pas toujours été bon. On était Ouais. battus d'ailleurs. Ah, d'accord. Donc C'est autant une prendre critique acte. pour Nicolas Sarkozy, J'espère que d'accord. vous aussi, vous avez votre propre examen de conscience. Ah, bien sûr. Vous savez, vaut mieux tard que jamais, parce que pour l'instant, les Bien élections sûr. ne vous ont pas donné raison. Bien sûr. Simplement, ce que je considère, c'est qu'il y a des réformes à faire. Il y a un consensus d'ailleurs des économistes. Eh bien, nous les ferons. Et donc, nous aborderons ce texte simplement par la hauteur, l'intérêt général. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Français qui souffrent du chômage, d'un chômage de masse aujourd'hui? C'est tout, c'est notre seule ligne. C'est David, l'intérêt ouais. général. Justement, au nom de l'intérêt général, David Assouline, est-ce que le groupe socialiste du Sénat est prêt à travailler avec la majorité ici sénatoriale, l'UMP, l'UDI, pour essayer de faire avancer certains points du projet de loi d'Emmanuel Macron? Mais nous, on va le faire avancer. Sauf que la droite va le détricoter, va le rendre inadmissible, probablement. Donc, C'est la gauche qui le mais- dit alors qu'il a fallu utiliser le mais 49.3 je vous le... l'Assemblée nationale. bah, je sais pas, ça vous fait rire, moi ça me fait pas oui, rire. oui, ça me fait rire. Donc, Allez, voilà. on va- Mais vous Oui, ça me riez. fait rire. Mais moi, alors, il y a des Français qui vont voter. Oui, J'espère fait. que vous souhaitez qu'ils viennent voter quand même. Et il faudra leur donner Oui, une c'est certaine parce que image. vous faites tout pour Mais les je en vais vous dissuader. dire, je vais vous dire. Moi, On va laisser s'il y conclure avait un David vrai débat Assouline. démocratique qui éclaire ceux qui vont aller voter, ils sauraient que une des seules propositions qu'a fait Nicolas Sarkozy, retour vers le passé, dans sa dernière intervention, c'est de supprimer un fonctionnaire sur deux dans la fonction publique territoriale. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus les êtres humains sur le terrain qui permettent au département Remarquez d'exister et de faire de la solidarité. Vous Ça, faites c'est la pire, droite. vous faites Et pire, c'est puisque là-dessus vous êtes en qu'il train faudra aussi se prononcer. de priver de 28 milliards d'euros sur 3 ans les collectivités C'est territoriales ça. qui ne Un pourront plus fonctionnaire Allez, sur investir. deux, on faites le reprendra calcul. ce débat. Un Bruno fonctionnaire sur Retailleau, deux, je David suis prêt- Assouline, Je suis prêt à merci. l'avoir le débat. Je suis Merci prêt à d'être l'avoir. venu sur notre plateau. On parlait des élections départementales. On a été justement au siège du Parti Socialiste ce matin, David Assouline, puisque Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire, tenait une conférence de presse sur les élections départementales. Il a beaucoup parlé du Front National. Alors, avant de recevoir sur ce plateau David Rachlin, le sénateur FN, eh bien, on va écouter Jean-Christophe Cambadélis. Il y a une question à laquelle le Front National doit répondre. Pourquoi est-ce systématiquement au Front National que l'on retrouve des candidats racistes? Est-ce que par ceux qui se rassemblent s'assemblent? Le Front National est un danger pour la République parce que Marine Le Pen est obsédée par les immigrés alors que nous, socialistes, nous sommes obsédés par les Français. Elle vient de récidiver en voulant séparer les Français de souche des Français de papier. Voilà, donc c'était le premier secrétaire du Parti Socialiste ce matin au siège du PS rue de Solferino pour une conférence de presse sur les élections départementales. Bonjour David Rachlin. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous venez d'entendre Jean-Christophe Cambadélis. Marine Le Pen, donc, il a dit présente des candidats racistes qui se ressemblent, s'assemblent. Que lui répondez-vous? Oui, je lui réponds que évidemment c'est grotesque. On voit bien en revanche que l'UMPS, la classe politique dans son ensemble, est obsédée par le Front National pour une raison simple, c'est qu'il constate que le Front National est en phase avec les aspirations des Français, eux qui ont été incapables de mener une politique efficace pour lutter contre le chômage, pour lutter contre l'insécurité, pour lutter même contre le terrorisme. On s'aperçoit qu'ils sont inefficaces, inutiles même, et que donc évidemment le Front National dans ces conditions progresse puisque lui a Oui, des ça vous rend véritables service réponses. comme ça d'être au centre des débats. Mais bien sûr, Alors- lui Hmm. le Front National a de véritables réponses à apporter aux Français sur ces sujets et aussi dans le cadre des élections départementales qui arrivent. Quels sont vos objectifs pour les élections départementales au Front National? Bah, écoutez, évidemment, c'est Vous êtes d'avoir fixé quoi? le maximum d'élus et particulièrement le maximum de second tour. Pour cela, nous avons fait un ratio au-delà des 20%. Nous devrions être
présent dans un maximum de second tour. C'est là notre ambition pour pouvoir obtenir davantage d'élus que nous en avons aujourd'hui. Et vous espérez remporter des départements, notamment peut-être le vôtre, celui du Var? Ça vous semble faisable? Je ne sais pas si nous remporterons des départements, ça me paraît un petit peu prématuré pour le dire. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'au niveau national, nous sommes le premier parti politique depuis les élections européennes, le premier parti politique en termes d'implantation locale. Est-ce que vous pensez que vous allez bénéficier d'alliances locales avec la droite? Je ne sais pas du tout, je ne crois pas. Nous, notre objectif est clair, c'est de battre le système politique UMPS en place, qui a échoué de manière extrêmement claire. Nous souhaitons le remplacer donc pour exercer les responsabilités et changer véritablement la politique dans ce pays, à commencer par les élections départementales en effet. On parlait du projet de loi d'Emmanuel Macron qui est déjà examiné en commission par le Sénat, qui arrivera après au début du mois d'avril en séance ici au Sénat. Quelles mesures vous retenez, vous, de ce texte et que vous seriez prêt à voter? Ce qui est inquiétant avec ce projet de loi de manière un petit peu générale, c'est cette volonté de libéraliser notre pays à outrance, sur ordre d'ailleurs, il faut bien le dire, de Bruxelles. C'est l'Union européenne qui impose cette loi. Elle a été quasiment refusée par l'Assemblée nationale. J'espère qu'au Sénat... Non, elle n'a pas été refusée par l'Assemblée nationale. Les amendements et les articles ont été votés. Non, mais d'accord, mais il n'en reste pas moins que le gouvernement a été obligé d'utiliser le 49.3 pour obtenir que cette loi soit véritablement enregistrée. Et je pense très sincèrement que nous n'avons pas besoin de cette loi, qui est une loi qui, encore une fois, va libéraliser, je vous le disais, libéraliser dans des proportions considérables l'économie de ce pays. Et je ne crois pas que ce soit bon pour la France. Donc vous êtes contre le travail du dimanche? Oui, absolument. Nous sommes contre le travail du dimanche. Nous pensons qu'il y a des moments dans la vie où il est nécessaire... Vous êtes contre ouvrir, par exemple, la circulation des cars qui pourrait concurrencer la SNCF? Qu'il y ait, madame, un certain nombre de mesures dans ce projet de loi qui soient acceptables. Donc il y a quand même des choses qui soient acceptables. Tout le monde en convient. C'est l'esprit général qui pose un véritable problème. Cette loi arrive à un très mauvais moment, dans une situation où l'emploi et le chômage, en l'occurrence plus exactement, progressent dans des proportions extrêmement inquiétantes. Et je crois qu'il y avait des mesures plus importantes, prioritaires à prendre dans notre pays pour lutter contre le chômage. Dernière question, David Racheline. Marine Le Pen est intervenue par vidéo pour soutenir un grand rassemblement organisé par la Ligue du Nord à Rome fin février. C'était une manifestation où étaient présents des néofascistes italiens, des anti-islam aussi allemands ou encore des sympathisants néo-nazis d'Aube dorée. Que faisait Marine Le Pen avec eux finalement? Vous savez... Est-ce que c'est des fréquentations Non, ce n'est pas le sujet. La Ligue du Nord est un grand mouvement populaire italien. Oui, il n'y avait pas que la Ligue du Nord, je viens de le dire. Oui, mais vous savez, sur 20 000 ou 30 000 personnes, évidemment, on ne contrôle pas toutes les personnes qui viennent à nos manifestations et qui viennent à la manifestation. Oui, mais c'est quand même des groupuscules néo-nazis avec lesquels nous n'avons strictement rien à voir. Évidemment, les groupes avec lesquels nous sommes alliés au Parlement européen sont connus et ils sont parfaitement normaux et rien à voir ni avec l'Aube dorée, ni avec ce que vous venez de me citer là. Merci beaucoup David Racheline d'être venu sur notre plateau. On va s'intéresser maintenant à la situation du nucléaire français et d'Areva qui a présenté des comptes complètement dans le rouge cette semaine. On va écouter Emmanuel Macron, le ministre qui a réagi cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat, et puis on revient sur cette situation du nucléaire après avec nos invités. Le deuxième axe qui sera encouragé et travaillé, c'est en effet le rapprochement entre Areva et EDF et une nouvelle ambition donnée à la filière nucléaire. La situation que nous connaissons aujourd'hui, elle est largement le fruit d'incohérences qui, par le passé, ont été couvertes par les pouvoirs publics. On a laissé deux groupes publics dysfonctionner, c'est-à-dire ne plus travailler ensemble. Et en particulier, sur le plan commercial, sur le plan de l'approvisionnement, EDF a fait des choix par le passé qui ont nui aux équilibres d'Areva. Ces groupes, on les a laissés ne plus travailler ensemble à l'export pendant trop longtemps. Eh bien, ces comportements seront corrigés et nous leur avons demandé de retravailler ensemble pour redéfinir l'avenir de la filière nucléaire en France et pour la France, parce que cette filière est une filière d'avenir pour le pays. Enfin, à l'export, ce groupe devra aller plus loin, là aussi avec EDF, en particulier en s'attelant au marché chinois, et nous les y aiderons. On en parle maintenant avec nos deux premiers invités de cet après-midi. Le sénateur UMP Ladislas Poniatowski, bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous étiez le rapporteur du projet de loi sur la transition énergétique porté par Ségolène Royal et qui a été adopté par le Sénat mardi. Et puis avec vous sur ce plateau, André Catelin, bonjour. Bonjour. Sénateur du groupe des Verts ici au Sénat. On va commencer sur les pertes colossales annoncées cette semaine par Areva, près de 5 milliards d'euros de pertes. Ce qui m'a frappé, c'est
lors des débats ici sur le projet de loi justement transition énergétique, jamais quand vous avez parlé du nucléaire en séance, on a abordé ces problèmes financiers, que ce soit d'Areva ou d'EDF. André Gattolin. C'est totalement faux parce que mon collègue Ronan Dantec a soulevé plusieurs fois le problème d'Areva et qu'on allait dans le mur. Et je dois dire que près de 5 milliards de pertes sur un chiffre d'affaires l'an passé de 8,3 milliards, alors qu'Areva faisait il y a quelques années 14-15 milliards de chiffre d'affaires aux alentours de 2006-2007, c'est colossal. C'est pratiquement les 2/3 du chiffre d'affaires qui est en perte. Alors il y a des provisions importantes qui sont faites sur un certain nombre de projets ou de projets qui risquent d'échouer, mais je dis c'est une situation plus qu'inquiétante. Oui, enfin quand même, Ladislas Poniatowski, c'est vrai que ces difficultés financières, que ce soit celles d'EDF aussi sur la filière nucléaire et d'Areva, n'ont quasiment pas été ni évoquées ni débattues. Alors que vous avez quand même longuement débattu du nucléaire et de son avenir en France. Disons qu'il n'y avait aucune mesure dans le texte de loi sur la transition énergétique qui permettait d'aborder et le sujet Areva et le sujet EDF. Il y a quand même beaucoup de mesures du texte qui vont toucher quand même durablement la filière nucléaire. Les réseaux électriques, la production électrique, ça, nous en avons débattu pendant 15 jours. Alors comment vous voyez les choses, vous qui êtes un spécialiste de l'énergie? Est-ce qu'on fusionne avec EDF? Ça semble être la fusion, piste. je ne pense pas. Il faut... Vous savez, ce chiffre catastrophique en termes de pertes a quand même des explications. Les responsabilités, elles sont chez Areva d'abord. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avec l'EPR finlandais, qui est un véritable gouffre financier. L'EPR de Flamanville aussi en France, qui a du mal à voir le jour. Non, mais oui, mais c'est EDF, tandis que le finlandais, c'est Areva. Et non seulement c'est un gouffre financier, mais ce qui est catastrophique en termes d'image, c'est le retard qui est pris dans la livraison de cette centrale nucléaire. Quand on veut être un grand acteur de la construction de centrales nucléaires et qu'on n'est pas capable de sortir, de tenir des prix et de sortir dans des délais une centrale, je peux vous dire que ça n'est pas terrible en termes d'image de marque. Et puis, il y a une autre explication, un autre échec qui est aussi dû à Areva elle-même, c'est tout ce qui s'est passé avec l'achat à la société canadienne Uramine de ces soi-disant stocks d'uranium en Afrique dont on n'a pas commencé à voir le premier gramme. Et là aussi, Areva doit provisionner près de 2 milliards pour ce second échec. Alors il y a une troisième raison, là c'est pas leur faute, c'est je dirais la catastrophe de Fukushima. C'est une raison conjoncturelle, ça a été une espèce de stop mondial pour tout le nucléaire civil et bien sûr Areva l'a pris en pleine figure. C'est évident. Areva l'a pris d'autant plus. Est-ce que les deux premières choses que vous avez évoquées sont à mettre finalement au passif d'Anne Lauvergeon, l'ancienne patronne d'Areva? Oui, en grande partie. Il faut bien dire aussi, je pense qu'il y a aussi une responsabilité de l'État du contrôle d'une société dont elle détient 87% du capital. Le rachat d'Uramine s'est produit entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2007. Donc vous dites que l'État n'a finalement pas été assez vigilant. Hier, dans une audition qu'on avait à la Commission des Finances, les responsables de l'État nous ont dit qu'ils n'avaient commandité aucune étude de contre-étude sur le rachat d'Uramine, qu'il s'était basé sur les études qu'avait fait réaliser Areva. Donc il y a une absence de pilotage et de contrôle de la filière énergétique et de la filière nucléaire par l'État. On a 3 opérateurs. Alors moi aussi, je suis très interrogatif sur la fusion EDF-Areva. Mais visiblement, le gouvernement semble privilégier quand même un rapprochement avec EDF. CEA, moi je dis c'est un peu les pieds nickelés du nucléaire. C'est-à-dire que quand tout va bien, tout le monde se tape sur le ventre. Mais alors quand il n'y a plus d'argent, ça a été une guerre quand même entre EDF et Areva ces dernières années. Et des conflits de compétences dans les corps de métier. Première chose, ça n'est pas à l'État d'abonder et d'apporter les 3, 4 ou 5 milliards dont a besoin Areva. Ce serait scandaleux. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un manque de vigilance de l'État? Oui, bien sûr. Ça fait quand même 3-4 années que Areva est dans le rouge. C'est pas parce qu'il y a eu de la mauvaise gestion, des erreurs de choix stratégiques que ce soit ce que ce devrait être demain le contribuable français qui comble ce trou. Ce serait scandaleux. Par contre, dans les solutions d'avenir... Donc, qu'est-ce que vous voyez comme solution quand même? Eh bien, probablement un rapprochement, mais pas de la totalité. Un rapprochement, bien sûr, est inévitable avec EDF. Moi, je pense qu'il faut que Areva reste dans ses métiers traditionnels, qui sont notamment les 3 métiers du combustible, d'une part, d'autre part du traitement des déchets, la Hague, puisque ça appartient à Areva, ou bien le métier de démembrement des centrales nucléaires. Par contre,
l'autre métier qui est d'être constructeur et vendeur de centrales électriques, c'est ça qu'il faut rapprocher d'EDF. Arrêtons d'avoir nos deux champions qui partent sur le terrain, non pas en compétition, mais en concurrent. Regardez ce qui s'est passé, souvenez-vous, avec Abu Dhabi. Mais c'est ça qu'il faut rapprocher. Oui. C'est tout le volet construction des centrales nucléaires. Là, je pense qu'il faut qu'il y ait même une absorption et que ce soit totalement transféré à EDF. C'est ce rapprochement est par là. Souvenez-vous ce qui s'est passé pour Abu Dhabi. Ils étaient tous les deux en concurrence et ils ont tous les deux perdu. Abu Dhabi a choisi pour construire ces deux centrales nucléaires, ce qui est catastrophique d'ailleurs, un constructeur coréen qui n'a même pas la compétence en matière de sûreté nucléaire. Mais nous, on a perdu. Et donc, arrêtons de voir la France perdre parce que nos champions sont concurrents. C'est peut-être le gouvernement précédent qui aurait dû arrêter les hostilités entre EDF et Areva. On en avait beaucoup parlé à ce moment-là. Hein. Stop à la guerre fratricide. Oui, mais rien n'avait été fait. Rien n'avait été fait sous le gouvernement de François Fillon. Les deux acteurs. André Gattolin, est-ce qu'il y a quand même un avenir pour la filière nucléaire française? Il y a un avenir, notamment dans l'industrie du démantèlement. C'est Aver qui nous dit ça. Une grande agence d'études considère qu'il y a un marché de 220 milliards d'euros dans le démantèlement et rien que 32 milliards en France. Et Areva est bien placé dans ce domaine-là. Parce qu'il va falloir fermer des réacteurs en France. Moi, j'ai peur, oui, bien sûr. Et pas seulement en France, mais dans le monde entier. La question se pose. Il y a une compétence d'Areva en la matière. On se rend compte que c'est un réel business, mais on l'a toujours sous-estimé. Les énergéticiens français ont sous-évalué le coût des démantèlements dans leur compte d'un rapport de 1 à 7 par rapport à ce que faisaient les énergéticiens nucléaires démantèlement, américains, mais aussi de rénovation britanniques. des centrales existantes. Alors, on n'a pas voulu voir ce gisement. Je pense que ça serait dangereux aujourd'hui qu'Areva abandonne cela et aussi l'investissement dans les énergies renouvelables. Il n'a pas été très bon, mais quand on regarde la stratégie d'une société comme Total en la matière, on se rend compte que des énergéticiens classiques peuvent être des très bons opérateurs des énergies renouvelables. Pour nos centrales à nous françaises, je ne demande pas le démantèlement. Je demande une première étape avant, qui est la prolongation de durée de vie de nos 58 réacteurs. Tant que l'autorité de sûreté nucléaire dit, à la condition de faire un certain nombre de travaux, on peut prolonger de 10 ans, et pourquoi pas encore de 10 ans, nos réacteurs actuels, c'est la priorité. Le démantèlement, c'est autre chose, ça vient après. Non, mais on a déjà des centrales en démantèlement aujourd'hui, et on les gère assez mal. Hein. Pour le moment, les retards pris sur Brennelis et d'autres centrales est quand même colossal. C'est un peu Brennelis est démantelé. Ouais. Est-ce que vous pensez, Ladislas Poniatowski, qu'on va fermer Fessenheim ? C'était un engagement du président de la République. Écoutez, moi j'espère que non. Notamment vis-à-vis des Verts. J'espère que non, parce que j'ai bien lu la promesse électorale d'une part et la décision, paradoxalement, qui est arrivée à peine 15 jours après l'annonce de l'autorité de sûreté nucléaire que Fessenheim pouvait, sous la condition d'un certain nombre de travaux à réaliser, prolonger de 10 ans sa durée de vie. C'est pas très logique. Et si on a créé cette autorité, si on a créé un mode de prolongation de durée de vie, respectons les règles du jeu. Il ne faut pas, pour des raisons purement politiques, les jeter à la poubelle. Il y a des raisons techniques. Je signale que les 2 réacteurs de Fessenheim sont actuellement à l'arrêt. Il y a eu des incidents qui ne sont pas des incidents majeurs, mais qui bloquent la production. Que les coûts de remise aux normes de ces 2 centrales pour une durée de vie très courtes, prolongées, sont extrêmement élevées. Je crois qu'il faut aussi avoir un regard économique. Il faudrait qu'on soit en capacité de faire des audits. Et je dis, si les audits sont toujours faits par les mêmes personnes de la même filière nucléaire française, on arrivera au choix aberrant qu'on a connu jusqu'à présent. Parce qu'il y a toute la partie extraction d'Areva. On a parlé du Ramin. Mais Areva s'est lancé dans la volonté d'entrer dans l'exploitation minière tous azimuts, investi parfois 10 ans, 20 ans avant d'avoir les premières extractions. C'est le cas en Mongolie, c'est le cas de ce qui se passe dans le Saskatchewan à Silver Lake au Canada. Et on se rend compte aujourd'hui que les coûts d'infrastructure pour l'exploitation sont 2 fois supérieurs à ce qui avait été prévu. Je déjeunais à midi avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable du Québec. Il me disait qu'ils étaient très inquiets sur l'avenir du partenariat, puisque la société qui exploite Silver Lake au Canada est à 37,5% détenue par Areva. Oui. Et eux se disent, ça coûte déjà très cher et en plus on perd notre partenaire. Bon, c'est pas gagné. Ladislas Poniatowski, pour finir, il va y avoir ce qu'on appelle la commission mixte paritaire entre les députés et les sénateurs autour du projet de loi de transition énergétique de Ségolène Royal. Est-ce que vous allez trouver, notamment sur le nucléaire, hein, c'est là le point d'achoppement principal, une position commune entre députés et sénateurs? Je le souhaite. Je le souhaite. Moi, je joue le pari d'une CMP qui va réussir.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les deux trouvent une solution. Chacun doit faire un effort l'un vers l'autre. C'est pas l'un qui peut gagner contre l'autre. Et tout le monde sait que ce sont les deux articles 1 et 55 qui traitent de ce volet nucléaire qui posent problème incontestablement. Moi, je souhaite que l'on trouve une solution. Bon, bah écoutez, on verra ça. Ça sera mardi prochain à l'Assemblée nationale. Vous rencontrez. Moi, je crois qu'il n'y aura pas de solution. D'accord. Vous le souhaitez, un échec, c'est pas pareil. Je souhaite un succès. Je pense qu'il y aura un échec. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau donc pour parler de la situation d'Areva et pour débattre du nucléaire. Voilà, et merci de nous avoir suivis pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous sur l'antenne de Public Sénat.